avec un petit peu de retard. Donc, nous avons souhaité accueillir Monsieur Pascal Cussig, c'est ça? Dites-moi si j'écorche. Et vous présidez l'association Coup de pouce protection de l'enfance. Créée en mai 2014, votre association propose une aide sur le plan juridique et psychologique à des enfants victimes de maltraitance, ainsi qu'à des adultes en ayant été victimes durant leur enfance, et vous les accompagnez dans leur processus de reconstruction. Donc vous regroupez des professionnels, avocats, psychologues, éducateurs professionnels à la petite enfance et des citoyens engagés dans la protection de l'enfance et d'anciennes victimes. Alors votre association organise le 18 mai prochain un colloque intitulé, sans doute de manière délibérément provocatrice, mais j'avais vu un petit peu les réactions, c'est pour ça qu'on a souhaité vous entendre. Un enfant peut-il consentir à un acte sexuel avec un adulte? Point d'interrogation. Ce colloque permettra de croiser les approches juridiques, médicales et psychologiques. Donc, comme vous le savez, on s'intéresse aux violences subies par des mineurs, par des adultes dans le cadre de leur métier ou de leur fonction, mais nous aimerions connaître vos réflexions. Donc, vous avez reçu un questionnaire de la part des rapporteurs. Donc, on vous laisse présenter en quelques minutes votre association et puis ensuite un échange sur des questions éventuelles qui pourraient survenir après votre présentation. Merci Madame le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, merci de nous recevoir et de nous entendre dans le cadre de vos travaux. J'irai assez vite sur la présentation de l'association puisque vous en avez déjà fait une présentation succincte. Simplement juste la particularité de notre association, c'est qu'on a souhaité que le conseil d'administration soit composé par des professionnels en activité et donc en lien avec le terrain et d'horizons différents. Comme vous l'avez dit, il y a des psychologues, des avocats, des scientifiques, etc. Et ça, c'est un souhait que nous avons eu parce qu'il nous semble que sur ces thèmes de l'enfance maltraitée, il est important d'avoir une vision pluridisciplinaire. Je voudrais profiter du coup de l'occasion qui m'est donnée pour évoquer un petit peu ce colloque que vous avez évoqué vous-même, qui se tiendra le 18 mai prochain, où nous avons choisi effectivement un thème avec un titre volontairement provocateur qui est « Un enfant peut-il consentir à un acte sexuel avec un adulte ?» Pourquoi avoir choisi ce thème? Je pense qu'on serait tous d'accord dans cette salle pour considérer que le bon sens amène à répondre non à cette question, c'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas consentir à un acte sexuel avec un adulte, tout simplement parce qu'il n'en a pas la maturité et que la plupart du temps, il n'a pas les connaissances de toute façon pour comprendre ce que ça implique. Donc le bon sens amène évidemment à répondre non, mais il se trouve que moi je suis avocat depuis 23 ans au barreau de Paris. J'assiste des victimes, j'ai commencé à le faire très tôt, donc ça doit faire 22 ans et demi. Si on me pose la question en tant qu'avocat, un enfant peut-il consentir à un acte sexuel avec un adulte? Ma réponse juridique serait oui. Parce que la loi française a cette particularité, à ma connaissance relativement unique en Europe, de considérer que pour caractériser un viol, il faut établir la contrainte. Et lorsqu'on s'arrête au code pénal français, je parle pour l'instant que du code pénal, lorsqu'on s'arrête au code pénal français, vous n'avez aucun régime particulier pour les enfants. C'est-à-dire que là où il faut établir la contrainte pour une victime adulte, il faut également établir la contrainte pour une victime enfant, pour caractériser le viol ou l'agression sexuelle. Alors il y a ce régime de l'atteinte sexuelle qui existe, mais qui n'est qu'un délit, et qui, lui, présuppose qu'il n'y avait pas de contrainte de violence, de menace ou de surprise. C'est-à-dire, en parlant clairement, il s'agit de privilégier l'hypothèse où l'enfant victime a pu consentir. Et je dis ça parce que la Cour de cassation le dit, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de contrainte devant la Cour de cassation, quelquefois, utilise le terme défaut de consentement. Donc, la contrainte n'est rien d'autre que le défaut de consentement de la victime. Et donc, nous avons un système qui est quasiment unique en Europe, avec cette nécessité de prouver la contrainte pour établir le viol. Donc c'est pour ça que nous posons cette question
est-ce qu'un enfant peut consentir à un acte sexuel avec un adulte, c'est que cette question, c'est la loi qui la pose. C'est-à-dire que dans toutes les plaintes de viol sur mineurs, les juges vont avoir à répondre à cette question systématiquement, parce qu'ils vont devoir établir si on doit retenir la qualification de viol ou la qualification d'atteinte sexuelle. Et donc, systématiquement, ils examinent le consentement de l'enfant. Et nous voulons dénoncer par ce colloque ce qu'on estime être une absurdité. Parce que examiner le consentement de l'enfant lorsque l'enfant a 10 ans, 7 ans, 4 ans, pour nous, ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est la question que pose la loi française. Si vous êtes choqué par le titre de notre colloque, c'est que vous êtes choqué par la loi française. Et il nous semble, alors je sais que vous avez entendu dans le cadre de vos travaux des consoeurs du CNB, du Conseil national des barreaux, puisque j'ai essayé dans la mesure du possible de visionner une partie des auditions que vous avez faites. Et ces consoeurs vous ont expliqué que selon elles, l'arsenal juridique était satisfaisant et complet. Moi, j'avoue que quand j'ai entendu ça, les bras m'en sont tombés et que je n'ai pas du tout cette vision. Déjà, nous avons un système, vous avez entendu différentes personnes vous parler d'impunité quasi totale, dont le docteur Salmona, d'ailleurs, qui tient aussi ce discours. C'est difficile d'en tenir un autre, hein, quand on constate que Madame Schiappa reconnaît elle-même qu'il y a environ 1 ou 2% de condamnation pour les affaires de viol. C'est difficile de parler d'autre chose que d'une impunité quasi totale. Je crois qu'il est important de savoir d'où vient ce système d'impunité. Et je crois que le docteur Salmona disait tout à l'heure qu'il y a un gros travail à faire. Je pense qu'il y a un gros travail à faire aussi au niveau juridique. Et l'idée de ce colloque, c'est de faire justement un point de l'état du droit et de montrer que, notamment, la loi du 3 août 2018 n'a en rien résolu les absurdités qui avaient été dénoncées, notamment à la suite de l'affaire de Pontoise. Vous avez des chiffres sur l'ampleur du phénomène. Vous avez des chiffres qui sont des chiffres officiels de la police et de la gendarmerie, qui sont donc forcément des chiffres sous-estimés, puisqu'on sait très bien que toutes les victimes ne déposent pas plainte. Vous avez des chiffres officiels qui font état de plus de 700 000 viols ou tentatives de viol sur mineurs en France par an. Ça veut dire que si on rapporte ce chiffre, j'ai refait le calcul encore ce matin parce qu'on est obligé de le faire plusieurs fois pour se dire qu'on ne rêve pas, ça représente à peu près un viol ou une tentative de viol sur un enfant par heure en France aujourd'hui. Donc c'est colossal. Et encore une fois, c'est que la partie émergée de l'iceberg, puisqu'on ne parle pas là des victimes qui n'auront pas encore eu le courage de déposer plainte. Et devant l'intensité de ce fléau, il nous semble que la loi a un rôle fondamental. Cette définition du viol dans le Code pénal français, encore une fois, voilà, aucun régime particulier pour les enfants. Et vous avez même la Cour de cassation qui vient dire, parce que c'est le droit français, Cour de cassation qui vient dire, vous, magistrats du tribunal correctionnel ou de la cour d'assises, vous ne pouvez pas vous contenter de relever que l'enfant victime était jeune pour caractériser la contrainte. Ça, c'est pas possible. Si un magistrat en correctionnel ou aux assises fait ça, la décision sera systématiquement cassée. Pourquoi ? Parce que le jeune âge de la victime, c'est une circonstance aggravante. Et ce qui est une circonstance aggravante ne peut pas être utilisé pour définir la contrainte. De la même manière, alors ce n'est pas l'objet de votre mission, mais de la même manière, un enfant victime d'inceste, ce n'est pas parce que l'auteur de l'agression est le père qu'on va considérer qu'il était nécessairement contraint. Donc on a un système juridique actuel qui consiste à admettre qu'un enfant victime d'inceste pourrait consentir à son propre inceste. Nous considérons qu'on marche sur la tête. Alors on peut trouver ce système satisfaisant. Moi, ce n'est pas mon cas personnellement. La seule atténuation qui a été apportée à ce système
absurde, s'il faut appeler un chat un chat. La seule atténuation, c'est une jurisprudence de la Cour de cassation de 2005 qui était saisie sur des cas de viol de 2 enfants, enfin sur 2 enfants de 1 an et demi et de 5 ans. Et la Cour de cassation, à cette occasion-là, s'est dit, c'est peut-être effectivement un petit peu absurde d'aller discuter de la contrainte sur un enfant de 5 ans ou de 1 an et demi. Et donc la Cour de cassation, dans cet arrêt, a dit, pour les enfants en très bas âge, on ne doit pas se poser la question de la contrainte. C'est la seule atténuation qui existe à ce système qui ne fait pas de distinction entre les viols sur adultes et les viols sur enfants. Et cette jurisprudence, c'est qu'une jurisprudence de la Cour de cassation. Pourquoi la Cour de cassation a posé ce principe? Parce que le législateur ne l'avait pas fait. Et cette jurisprudence sur les enfants en très bas âge, elle a été appliquée par la suite pour un enfant de 6 ans. Mais ça amène les observateurs à dire que, contrairement à nos voisins européens, nous avons, nous, une sorte de principe de non-consentement d'un enfant à un acte sexuel qui est avec une barrière à 6 ans, là où elle est à 15 ou à 16 ou à 17 ans dans beaucoup d'autres pays. Et nous avons une vraie lacune au niveau du droit. Alors, je ne vais pas reprendre l'historique concernant la loi Schiappa, mais Marlène Schiappa avait déclaré nous devons inscrire clairement dans la loi qu'en deçà d'un certain âge, il n'y a pas de débat sur le fait de savoir si l'enfant est ou non consentant. On se rend compte dans la loi que ce n'est pas du tout ce qui a été fait. Je ne peux pas alourdir les débats, mais c'est très intéressant, puisqu'on ne vit pas non plus sur une île déserte. C'est très intéressant aussi de regarder ce que les autres pays ont mis sur pied pour essayer d'obtenir une protection de l'enfance digne de ce nom. Donc, la Belgique, par exemple, c'est très facile. La Belgique, c'est l'article 375 du Code pénal belge, dit est réputé viol à l'aide de violence, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 14 ans accompli. C'est très simple, la seule référence est la référence à l'âge, et c'est facile à appliquer. L'interdiction est parfaitement claire. Il y a une loi qui a été votée en 2017 en Tunisie, qui est également d'une clarté qui me semble que moi j'ai tendance à envier du coup à nos amis tunisiens. Cet article dit « est considéré viol tout acte de pénétration sexuelle commis sur une personne sans son consentement ». Et ce qui suit est d'une simplicité qui me semble exemplaire. Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l'âge de la victime est au-dessous de 16 ans accomplis. Voilà des exemples de législation qui protègent effectivement les enfants, puisqu'on a un principe de non-consentement qui est acté. Nous, ce n'est pas ce que nous avons choisi. Nous avons choisi de faire référence à l'abus de vulnérabilité de la victime et au discernement. C'est-à-dire qu'on continue la règle du cas par cas. En quelque sorte, c'est un peu comme si la loi continuait à se défausser sur les juges. C'est-à-dire qu'on refuse de poser un principe et on continue à demander aux juges d'aller examiner si l'enfant avait les capacités de discernement ou pas pour consentir à un acte sexuel. Et ça, je considère que c'est une aberration. Le rôle symbolique et le message qui est porté par la loi est crucial, que ce soit pour les victimes comme pour les agresseurs. On ne peut pas s'étonner de l'impunité si la loi elle-même n'est pas claire. Et cette loi qui fait référence au discernement, à l'abus de vulnérabilité, alors ça a été relativement peu dit, mais elle est en pratique quasiment inapplicable dans la plupart des cas, puisqu'on sait très bien qu'une victime, en principe, va mettre plusieurs années pour déposer plainte. Quelquefois, ça n'a rien d'exceptionnel qu'une victime mette 15 ans à déposer plainte. Donc ça veut dire qu'une victime qui dépose plainte à 30 ans parce qu'elle a été victime à 15 ans, lorsqu'elle a 30 ans, le juge va être obligé d'aller examiner si 15 ans plus tôt, cette même personne avait ou non des capacités de discernement. C'est totalement inapplicable. Donc, cette loi n'a apporté aucune protection supplémentaire aux enfants victimes.
Et surtout, on a maintenu ce régime de l'atteinte sexuelle qui présuppose que l'enfant a pu consentir à l'acte et qui est, pour moi, une abomination. On a maintenu ce régime de l'atteinte sexuelle. La mission pluridisciplinaire ordonnée par le Premier ministre avait demandé son abrogation. Et il me semble que ce régime de l'atteinte sexuelle est effectivement quelque chose qui n'est pas compatible avec une réelle protection de l'enfance. Alors, vous nous avez interrogé sur les évolutions qui seraient éventuellement possibles en la matière. L'évolution qui me semble indispensable, et je pense que, à notre avis, à nous, en tant qu'association, s'il y a une réforme urgente à mener, c'est celle-là, c'est de créer une infraction spécifique pour les mineurs de moins de 15 ans, dans laquelle on va évacuer la question de la contrainte, parce que cette question de la contrainte n'a pas de sens. Et c'est seulement de cette façon-là que l'on pourra éviter les débats malsains, à mon sens, sur le prétendu consentement de l'enfant. Alors, il y a eu d'autres propositions. Je sais que le Sénat aussi avait fait d'autres propositions. Mais je crois que toutes les références au discernement, à la maturité sexuelle, etc., continuent à permettre la discussion sur le consentement de l'enfant. Et examiner la maturité sexuelle, c'est exactement la même difficulté que pour le discernement. Comment est-ce qu'on va faire 15 ans après pour savoir si 15 ans plus tôt, la victime avait la maturité sexuelle suffisante ou pas? Donc, il me semble que la seule façon d'en sortir, c'est de créer cette infraction spécifique. Je vais juste terminer sur ce point-là qui me semble le plus important, parce que je sens venir une question qui est, mais est-ce que ça serait vraiment conforme à notre Constitution et est-ce que ce n'est pas une atteinte à la présomption d'innocence? Je voudrais faire trois remarques sur ce point-là. D'abord, on n'a jamais autant entendu parler de contradiction avec la Constitution ou avec le principe de présomption d'innocence dans ce domaine-là. On n'a jamais autant entendu parler de ça, sans jamais pourtant interroger la juridiction qui pouvait apporter une réponse, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel. C'est quand même assez extraordinaire que chacun a sa petite hypothèse pour savoir si ça passerait ou pas la barrière du Conseil constitutionnel, mais il n'a jamais été saisi, ce qui aurait été parfaitement possible. Juridiquement, on l'a vu pour la loi anti-casseurs, par exemple, la mal nommée loi anti-casseurs. Il y a eu une saisine du Conseil constitutionnel et on a censuré une partie des dispositions de la loi anti-casseurs. Donc, pourquoi ce qu'on fait dans ce domaine-là, on ne pourrait pas le faire en matière de protection de l'enfance? On a saisi pour avis le Conseil d'État. Et on a fait dire au Conseil d'État ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire qu'on en est ressorti avec l'idée que tout principe de non-consentement ou toute incrimination spécifique pour un mineur de moins de 15 ans serait automatiquement contraire à la présomption d'innocence. Quand on relit l'avis du Conseil d'État, ce n'est pas du tout ce que le Conseil d'État dit. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est claire d'ailleurs sur la question. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme consiste à dire que les présomptions sont possibles en droit pénal à condition de rester dans des limites raisonnables. Est-ce que c'est déraisonnable de considérer qu'un acte de pénétration sexuelle sur un enfant de 7 ans, ça ne peut être qualifié que de viol? Est-ce que c'est déraisonnable d'aller jusque-là? Alors, vous avez, sur cette question de constitutionnalité et de conformité ou pas avec la présomption d'innocence, vous avez aussi quelque chose qui est assez surprenant, c'est que je vous ai cité le code pénal belge tout à l'heure, qui prévoit un principe de non-consentement. Ce n'est pas le seul pays. L'Angleterre a une présomption irréfragable de non-consentement depuis 1956. Ces pays-là sont signataires de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, en tant que signataires de la Convention européenne des droits de l'homme, sont tenus au respect de la présomption d'innocence. Or, la Cour européenne des droits de l'homme n'a jamais été condamnée la Belgique ou l'Angleterre en disant « votre système de protection de l'enfance n'est pas compatible avec la présomption d'innocence ». C'est donc bien que c'est possible.
Pourquoi est-ce que ce que les Belges ou les Anglais ont fait, on ne serait pas capable, nous, de le faire, alors qu'on est tenu au respect des mêmes principes? Et puis, dernier point sur cette question de la constitutionnalité, je crois qu'on fait une grosse confusion sur le plan juridique, y compris de la part de magistrats, je suis au regret de le dire. J'ai entendu des magistrats dire introduire un principe de non-consentement, ça serait une présomption de culpabilité, et ça, c'est pas possible en droit. Il est totalement faux de dire que ça serait une présomption de culpabilité. C'est pas parce qu'on introduit une présomption sur le consentement ou sur la contrainte, comme son nom l'indique, la présomption de non-consentement ne s'applique qu'à la question du consentement. C'est pas une présomption d'infraction, c'est une présomption quant à la question de la contrainte. Il est bien évident que les autres éléments de l'infraction pénale restent à établir. L'agresseur peut parfaitement continuer à se défendre en disant « mais pas du tout, je n'ai pas eu d'acte sexuel avec cet enfant ». Ou l'agresseur peut parfaitement exercer ses droits de la défense en disant « mais on m'a trompé, je ne pensais pas que cet enfant était mineur ». Donc l'agresseur a des possibilités de se défendre et ce n'est donc pas du tout une présomption de culpabilité. Il y aura évidemment une enquête, il y aura évidemment un procès. J'ai entendu dans les débats auprès de l'Assemblée nationale une députée dire introduire un principe de non-consentement, ça serait condamné sans procès. Mais bien sûr que non. Moi, je suis avocat, personne ne peut souhaiter ce genre d'horreur. Donc, bien sûr que non. Il y aura un procès et les agresseurs pourront exercer les droits de la défense. Simplement, comme dans d'autres pays, on considérera qu'ils ne pourront plus arguer du prétendu consentement de l'enfant. Donc, ce n'est pas du tout une présomption de culpabilité. Et contrairement à ce qui a été dit, il n'y aura pas de condamnation automatique. Ça sera une qualification criminelle automatique, mais ce n'est pas parce qu'on qualifie de crime qu'il y a forcément une condamnation. Encore une fois, il peut y avoir des discussions sur les autres éléments de l'infraction. Et il me semble que c'est comme ça que les choses doivent se passer, c'est-à-dire que c'est au législateur de poser les interdits, spécialement les interdits fondamentaux tels que celui-là. Si on fait une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais bon, lorsque quelqu'un grille un feu rouge, il ne viendrait à l'idée de personne d'aller dire il est important de laisser le juge apprécier si le fait de griller le feu rouge est une infraction ou non. Ce n'est pas discuté devant les tribunaux, ça. Griller un feu rouge, c'est une infraction. Par contre, le juge garde tout son rôle dans la réponse pénale. Il apprécie les faits qui lui sont soumis et il adopte la meilleure réponse pénale à apporter. C'est exactement pareil dans ce domaine-là. Le problème de la qualification doit être traité par le législateur et la réponse pénale doit être traitée par le juge. Donc il nous semble que voilà, ces arguments relatifs au non-respect de la présomption d'innocence ne sont pas sérieux. Et je crois qu'on a un vrai problème juridique aujourd'hui. J'ai entendu lors de mes visionnages d'audition Madame la rapporteure, Madame Mercier, dire la loi existe mais est mal appliquée. Très respectueusement, je ne partage pas du tout ce point de vue. La loi existe. À partir du moment où vous avez ce système quasi unique qui aboutit à qualifier d'atteinte sexuelle dès lors qu'on n'a pas de preuve de contrainte. Et on a vu que la preuve de contrainte est extrêmement difficile à rapporter, puisque l'âge de la victime ne suffit pas, le fait que l'agresseur soit le père ne suffit pas. Comment un juge peut mettre en évidence une contrainte? Qu'est-ce qu'il attend, le juge? Il attend des éléments objectivables. Il attend quoi? Il attend, je ne sais pas, que l'agresseur ait des coups parce que la victime se serait débattue. Il attend que des voisins aient entendu des cris. Mais ça, c'est pas sérieux. Enfin, je veux dire, par rapport à ce qu'on sait de la sidération, et encore une fois, le docteur Salmona l'a expliqué, un enfant victime reste figé et la plupart du temps ne comprend même pas ce qui lui arrive. Donc, il n'y aura pas de bagarre, il y aura souvent même pas de cris. Donc, faire peser cette preuve de la contrainte pour que le viol sur enfant soit caractérisé, c'est une spécificité française et, à mon sens, c'est absurde. À partir du moment où on n'a pas de principe de non-consentement,
on continuera à avoir un système qui garantit l'impunité aux agresseurs. Il y a ce système de quasi-impunité qui existe et qui a été exprimé par d'autres que moi devant votre commission. Il ne vient pas du ciel. Ce système de quasi-impunité, il vient du fait qu'en demandant à l'accusation d'apporter une preuve quasiment impossible, qui est la preuve de la contrainte, on offre une voie royale aux agresseurs vers l'impunité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans toutes les affaires de Pontoise, de Meaux, de Nîmes, les agresseurs ne contestent pas la réalité de l'acte. Ça ne leur pose pas de problème d'aller dire oui, j'ai bien eu un acte sexuel avec une petite fille de 11 ans. Pourquoi ils ne contestent pas ça et pourquoi ils contestent tous la question du consentement? Pourquoi ils disent tous mais l'enfant était consentant? Parce que c'est la voie royale pour aller vers l'impunité et ils l'ont bien compris. Donc il y a de vraies difficultés purement juridiques et il me semble que cette instauration d'un principe de non-consentement, je ne suis pas le seul à le soutenir. Monsieur Durand, qui a été auditionné par votre commission, a dit être favorable aussi. Et je voulais vous informer aussi, je crois que ça a été évoqué devant votre commission, mais les associations de protection de l'enfance se sont groupées parce qu'elles ont toutes la même analyse de la situation. Ce que je vous dis là, ce n'est pas mon opinion à moi, c'est l'analyse des associations de protection de l'enfance. Les associations de protection de l'enfance se sont groupées pour créer un collectif qui s'appelle le Collectif pour l'enfance. Si vous m'y autorisez, je vous joindrai d'ailleurs des justificatifs de ce que je vous ai dit là. Ce collectif pour l'enfance a pour but justement de faire reconnaître dans la loi l'incapacité d'un enfant à consentir à un acte sexuel avec un adulte, parce que ça nous semble une réforme indispensable. Ce collectif pour l'enfance, il regroupe plus de 30 associations de protection de l'enfance quand même, certaines personnalités, dont Boris Cyrulnik par exemple, ou Michel Créoff, et toutes les associations, encore une fois, font cette analyse. Et il nous semble que, voilà, que ce point est particulièrement urgent à traiter si on veut lutter contre l'impunité ou la quasi-impunité. Alors après, il y avait 2 ou 3 autres points sur lesquels vous m'avez interrogé. Je peux éventuellement répondre rapidement si vous voulez, parce que je suis allé très... Alors... contribution écrite pour nous dire comment, parce que l'objet, vous l'avez bien vu, l'objet de la mission, il est certes de... bon, on va réévoquer le côté, bien sûr, juridique, mais bon, la loi a été votée en août. Je sais qu'il y aura on sait qu'il y aura une évaluation de cette loi, puisque le ministre nous l'a dit. Le ministre Taquet nous l'a dit, donc on en est là. Après, on a eu en effet des associations, vous le dites, vous-même, mais aussi on avait entendu vos collègues du barreau qui avaient une vision différente des choses. Donc ce côté-là, on a bien senti que sur ce point-là, vous étiez pas favorable à la loi telle qu'elle est actuellement. Mais notre mission, elle va aussi sur tous les mesures qui sont, et c'est à ce titre-là aussi qu'on souhaitait vous rencontrer, au-delà du colloque que vous organisez le 18 mai, sur justement, vous, association qui organisez ce colloque, quelles sont vos actions en matière d'accompagnement des victimes et autres. Mais c'est vrai que d'abord, on a pris un peu de retard, j'en suis désolée, sur la première audition, et puis on a les questions d'actualité au gouvernement à 16h45 qui font qu'on va devoir aller sur l'autre audition assez rapidement. Donc, si vous pouvez nous donner des contributions écrites par rapport à ce que fait votre association Coup de pouce sur tout cet accompagnement des victimes. Un peu, on a entendu beaucoup d'associations de victimes. Quand vous dites il y a un collectif, on a entendu l'association L'Enfant Bleu, qui, elle, est plus mesurée sur cette présomption, enfin, la limite de 15 ans pour dire c'est forcément un viol. Ça, mais il y a des nuances, mais beaucoup s'accordent en effet à dire que la situation actuelle, du fait des affaires et des procès que l'on voit se défiler autour du temps, pose question, et c'est ça où une évaluation de la loi Schiappa est nécessaire, et le texte qu'on avait au Sénat allait quand même beaucoup plus loin. Mais néanmoins, on ne va pas vous laisser sans que mes collègues rapporteurs puissent poser quelques questions. On a 5 minutes encore. Maître, vous m'avez un peu mise en cause et
Je vous dirais qu'en tant que rapporteur de la loi Schiappa, j'ai rapporté une loi. Ça ne veut pas dire que j'approuvais entièrement ces termes. Nous avons travaillé avec un maximum d'objectivité pour justement signaler ce qui nous avait semblé, en particulier l'article 2, tout à fait inconvenant. Je ne suis pas juriste, je ne referai pas, et vous savez bien mieux que moi l'état du droit. Ce que moi j'ai compris dans les différentes auditions de magistrats également, c'est qu'il y a cette notion des 13-15 ans. Également. Il faut faire très attention. Il peut arriver qu'il y ait des vraies histoires d'amour et on ne peut pas mettre sous les verrous sous prétexte que ça ne plaît pas. Pardon ? C'est pour ça qu'on proposait 13 ans au niveau de la délégation. Et qu'il y a dans la loi l'article 227-25 qui dit que c'est une infraction pour tout majeur de porter atteinte sur un mineur de 15 ans. Ce qui fait qu'on déduit de cet article que la majorité entre guillemets sexuelle est donc de 15 ans. Nous avons travaillé pour quand même changer la définition du viol dans la loi d'août 2018 de Madame Schiappa, puisqu'il y a maintenant cette présomption de contrainte que nous avions essayé, nous, d'introduire, sachant que la présomption de contrainte correspond à une présomption irréfragable dans le droit français et qu'on ne part pas de rien, que c'est ça le droit, c'est-à-dire qu'on part d'un socle et à partir d'un socle existant, eh bien nous le transformons, nous l'amendons, mais on ne peut pas repartir de zéro. Donc il y a ce seuil de 15 ans qui est déduit de l'article 227-25. La présomption de contrainte est introduite dans la loi en disant que quand il y a une grande différence d'âge ou manifestement un non-consentement, le juge est là pour juger. Je crois que j'ai compris que le droit français fonctionnait aussi comme ça et qu'il fallait donner une certaine confiance au juge et qu'il y a surtout actuellement des affaires, personne n'a oublié ou trop, que l'enfant a une souffrance inouïe, c'est sûr que sa souffrance ne ment pas, mais que les conditions dans lesquelles la parole est recueillie peut aussi entraîner quelquefois des témoignages qui ne vont pas être forcément exacts. Donc ça va nous emmener beaucoup trop loin. On ne peut pas refaire ce débat-là. Nous avons au fond exactement la même exigence, celle de protéger nos enfants, ça c'est certain. Sauf qu'il faut aussi savoir être un peu modéré de façon à ne pas ignorer les apports de cette loi qui va être évoluée, on pourra aller plus loin, bien évidemment, mais il faut aussi savoir dire que la France protège ses enfants. Et que, vous citez la Tunisie, je pense que le droit français peut quand même en remontrer au droit tunisien, ce me semble, et que pour avoir entendu d'autres associations, Sébastien de Colosse au pied d'argile, expliquant que le droit français protégeait quand même remarquablement les enfants et que les cas que vous nous avez saisis, la justice d'ailleurs s'était autosaisie dans la fameuse affaire de Pontoise et de l'autre pour corriger ce qu'un jury populaire aux assises avait déterminé. Juste un mot là-dessus, puisque j'ai déjà pris beaucoup de temps. L'article concernant l'atteinte sexuelle n'est pas du tout une réponse à notre problématique. Parce que, pas seulement parce que la peine encourue est plus faible. À partir du moment où il y a des poursuites pour atteinte sexuelle, vous ne risquez plus 20 ans de réclusion, mais 7 ans d'emprisonnement. Au niveau de la réponse pénale et au niveau du caractère dissuasif, il y a quand même de quoi réfléchir là-dessus. Mais indépendamment de la question de la peine, pour plaider, moi, en correctionnel depuis 22 ans, lorsqu'on est à une audience correctionnelle, on se retrouve avec des après-midi où il y a 40 dossiers à examiner. Ça n'a rien d'exceptionnel. Donc, renvoyer une affaire de viol sur mineur correctionnalisée devant un tribunal correctionnel, c'est demander au tribunal correctionnel de faire en 1h30 ou en 2 heures maximum ce que la cour d'assises mettrait 3 jours à faire. Et ça, ce n'est pas humainement possible, ce n'est pas sérieux. On ne peut pas examiner une affaire de viol sur mineur en 1h30. Donc, ces qualifications d'atteinte sexuelle, je le dis très clairement, c'est une catastrophe pour les victimes. Pas seulement en raison de la peine encourue, mais parce que les affaires ne sont pas étudiées de façon approfondie, et puis parce qu'il y a également beaucoup d'autres incidences. Lorsqu'une victime fait une demande de huis clos, aux assises, c'est de droit. Devant le tribunal correctionnel, ça ne l'est pas du tout. Et puis, quel message on adresse à la victime ? On adresse à la victime le message qu'on poursuit et qu'on condamne éventuellement l'agresseur sur le fondement d'une atteinte sexuelle qui présuppose que la victime a pu consentir à l'acte. Comment est-ce que la victime peut espérer se reconstruire avec ce type de décision ? Comment est-ce qu'elle peut dire « je vais me reconstruire » même si la justice a considéré
que j'avais pu consentir à l'acte. Donc on pourrait avoir des débats qui nous prendraient bien trop de temps, mais ce régime de l'atteinte sexuelle n'est pas du tout satisfaisant et ne compense pas du tout le principe de non-consentement qui existe ailleurs. Comment ? Non, mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a des requalifications en atteinte sexuelle qui continuent. Oui, mais pourquoi ? Parce que la preuve de la contrainte est extrêmement difficile à apporter et parce qu'il n'y a pas de principe de non-consentement. Dans d'autres pays, il y a un principe de non-consentement où on dit en dessous d'un certain âge, on n'a pas à se poser la question. Ouais. Il y a d'ailleurs une affaire qui pourrait intéresser directement votre commission, qui a été un petit peu ébruitée en janvier ou février, concernant une jeune femme de 13 ans qui a été placée en foyer et qui a été victime de viol par son éducateur, qui avait 47 ans. Là aussi, il y a une différence d'âge qui me semblait significative. Ça n'a pas du tout suffi pour les magistrats pour considérer que le viol était établi. Et le juge d'instruction a requalifié en atteinte sexuelle. Donc une jeune fille de 13 ans victime de son éducateur de 47 ans, on se retrouve avec une requalification en atteinte sexuelle. Et ça, c'est dramatique. Pas seulement en fonction de la peine encourue, mais parce qu'il y a beaucoup d'autres incidences. Donc si vous m'y autorisez sur les 2-3 points que je n'ai pas pu évoquer, je vous adresserai une contribution écrite. Merci beaucoup. Bien. Votre colloque est sur Paris, hein, c'est ça ? Oui, à la Pitié-Salpêtrière. Très exactement. Hôpital Tristement célèbre. tristement célèbre. Dans le cas de C'est le 18, hein, c'est ça. C'est un vendredi, ça, le 18 ? Un samedi, c'est compliqué, oui.